c'est un webinaire qui va concerner le sujet du pacte Dutreil croisé avec la question du mandat de protection future. Donc, pourquoi faire ce webinaire? En fait, l'idée, c'est vraiment de comprendre les interactions qui peuvent survenir quand on met en place un pacte Dutreil et que parallèlement, on fait un mandat de protection future. C'est quand même deux sujets assez, entre guillemets, qui paraissent assez éloignés de prime abord, puisque le mandat de protection future, c'est plutôt un sujet d'anticipation de l'incapacité, alors que le pacte Dutreil, c'est plutôt vu comme un sujet qui est de l'anticipation du décès, puisque l'objectif, c'est pas seulement de l'anticipation du décès, mais en tout cas, on est plus sur une logique de transmission d'entreprise. Mais en réalité, il peut vraiment y avoir une interaction entre ces deux dispositifs. Et l'idée, c'est que cette interaction, eh ben, elle se déroule le mieux possible puisque voilà, l'objectif, c'est quand même qu'il y ait de plus en plus de chefs d'entreprise qui anticipent par la mise en place d'un mandat de protection future et certains d'entre eux mettent en place un pacte du trade. Donc, ça a du sens de s'assurer qu'il n'y ait pas de difficulté dans l'interaction de ces deux dispositifs. Donc, pour rappel, pourquoi dire que de plus en plus de chefs d'entreprise doivent mettre en place leur mandat de protection future? Alors, ça reste quand même un sujet encore assez méconnu, mais qui est de plus en plus quand même diffusé. Je sais que, Victor, toi, par exemple, ça t'arrive de préconiser le mandat de protection future pour tes clients. Et donc, effectivement, l'idée, c'est que le mandat de protection future, c'est un peu voilà, un trou dans la raquette. Souvent, quand on met en place un pacte d'associés, des statuts pour un chef d'entreprise, on va souvent s'intéresser à l'anticipation du décès, mais pas spécialement de l'incapacité. Or, si un chef d'entreprise se retrouve en état d'incapacité, il va mettre sa société en situation de paralysie, puisque plus personne ne la dirigera s'il était le seul dirigeant, et plus personne ne pourra voter à sa place, sauf à faire une demande de protection juridique de type tutelle. Et donc, forcément, ça va entraîner une vraie difficulté pour la continuité d'activité de l'entreprise. Alors que si on met en place un mandat de protection future et qu'on on adapte les statuts pour qu'ils soient compatibles avec l'articulation avec le mandat de protection future, eh bien, en cas de survenue d'une incapacité, ça va vraiment permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise avec quelqu'un qui va prendre le relais pour gérer et quelqu'un qui va prendre le relais pour assurer le vote en assemblée générale et éventuellement pour transmettre d'une manière ou d'une autre les parts sociales ou actions. Donc, petit rappel rapide, voilà, pour info, c'est un sujet qu'on aborde dans différentes formations que je peux faire soit en partenariat avec France Tutelle, soit des formations plus courtes dans le cadre de droit quotidien LegalTech. Et donc, si vous avez envie voilà, d'approfondir ce sujet, effectivement, vous le pouvez. Mais du coup, je donne la parole à Victor. Voilà, le mandat de protection future, c'est une chose, mais c'est vrai que le pacte Dutreil, s'il y a un pacte Dutreil on va dire, qui s'articule avec le mandat de protection future, il va quand même falloir réfléchir à différentes choses. Et je donne la parole à Victor pour apporter son expertise et je te laisse te présenter également à cette occasion. Merci Mélanie. Bonjour à tous. Du coup, moi, c'est Victor Daudemans, je suis avocat au cabinet FIDAL et je dirige toute la ligne d'activité qui est dédiée au droit du patrimoine. Donc, on a un cabinet d'avocats d'affaires, donc droit du patrimoine appliqué à l'entreprise et aux chefs d'entreprise. Et c'est la raison pour laquelle on a une forte activité en matière de transmission d'entreprise et donc dispositif du trade, dont on va parler aujourd'hui. Pour peut-être commencer par là, en quelques mots, qu'est-ce que c'est que le pacte Dutreil, pour ceux qui ne sont pas hyper à l'aise avec le sujet. Rapidement, c'est un dispositif fiscal qui permet, à l'occasion d'une transmission d'entreprise à titre gratuit, donc on parle de donation ou de succession, de bénéficier d'une exonération fiscale de 75%, et donc finalement de n'être imposé que sur 25% de la valeur de l'entreprise au moment de la transmission. Encore une fois, que ce soit donation ou succession.
Donc c'est un outil fiscal qui est extrêmement efficace, presque, et c'est même d'ailleurs pas forcément presque, mais qui est incontournable en réalité quand on s'adresse à un chef d'entreprise. Et pour cause d'ailleurs, la Cour de cassation a déjà pu condamner des conseils, notaires ou avocats, pour ne pas avoir évoqué le pacte Dutreil auprès d'un client chef d'entreprise, tellement c'est un outil efficace. Comment ça marche? Eh ben, alors c'est une usine à gaz, hein, le pacte Dutreil, c'est modifié continuellement chaque année depuis que ça existe. Mais si on veut le résumer le plus simplement du monde, c'est un dispositif qui s'étale dans le temps et qui repose essentiellement sur des engagements de conservation. Donc, l'idée derrière ça, c'est de dire, bah, vous bénéficiez d'une exonération fiscale de 75%. En échange, vous vous engagez à conserver l'entreprise et donc, notamment, vous vous engagez à ne pas la vendre pendant une certaine durée. Pendant très longtemps, cette durée-là, ça a été 6 ans. Récemment, depuis la loi de finances pour 2026, qui a été adoptée en février, ça a été rehaussé à 8 ans, sachant que cette durée-là, elle se décompose en 2 temps distincts. On a en fait, c'est ce que vous voyez à l'écran, hein, une première durée de 2 ans minimum, qui peut potentiellement être rallongée si on le veut, pour diverses raisons, mais 2 ans minimum. Et une fois que cette première durée d'engagement de conservation est achevée, démarre la seconde, qu'on appelle l'engagement individuel, qui, elle, est d'une durée de 6 ans. Donc 2 plus 6, on arrive aux 8 ans que je vous ai évoqués. Ça, c'est le premier fondamental. Le deuxième fondamental, au-delà de l'engagement de conserver l'entreprise, et qui va nous intéresser aujourd'hui en lien avec le mandat de protection future également, c'est que le pacte Dutreil repose également sur l'engagement par ses participants de conserver la direction de l'entreprise. Donc l'idée, c'est de s'engager à ne pas la vendre, à la garder, et également de continuer à la diriger pendant une certaine durée. Et cette durée-là, c'est pendant la première phase d'engagement collectif que j'ai évoquée, donc 2 ans minimum, et 3 ans après la transmission. Pourquoi ça? Pour vous donner quelques éléments de contexte, c'est que le pacte Dutreil, finalement, il était adopté pour éviter que les entreprises soient vendues à des fonds de pension étrangers, notamment, parce que c'est un constat qui était fait avant que ça n'existe, compte tenu du coût fiscal potentiellement très important lié à la transmission. Et donc la carotte fiscale de dire vous ne payez que sur un quart de la valeur, elle a pour contrepartie de dire en échange, vous gardez l'entreprise, vous continuez à la faire vivre et à la faire tourner, et donc vous continuez à faire vivre l'économie locale finalement. Voilà un peu pour les fondamentaux en 3 mots de ce que c'est que le pacte Dutreil. Et donc, une fois qu'on a dit ça, quelle problématique et quel lien on peut faire entre le pacte Dutreil et l'incapacité et le mandat de protection future? Vous le comprenez sans doute avec ce que je viens d'évoquer, c'est que je vous ai dit que pour pouvoir bénéficier du pacte Dutreil, parmi les différentes conditions, il y en a notamment une qui impose que l'un des signataires du pacte Dutreil dirige l'entreprise pendant une durée de 2 ans minimum, la première phase du dispositif, et 3 ans après la transmission, que ça soit une donation ou une succession. Donc là, nécessairement, on va se poser la question de savoir, mais si jamais le mandataire dirigeant venait à être incapable juridiquement, qui est également le donateur, par hypothèse, hein, c'est-à-dire le mandataire dirigeant qui est associé et qui veut transmettre ses titres, si cette personne-là devient incapable, comment va être assurée la direction de la société et surtout comment va être assurée la pérennité du dispositif Dutreil. Ça, c'est le premier élément qui est lié donc à l'exercice des fonctions de direction, à proprement parler. Et le second élément, c'est lié à l'exercice des droits de vote, tout simplement. C'est-à-dire l'associé qui souhaite transmettre devient incapable, qui va exercer le droit de vote pour les titres qu'il détient et qu'il envisage de transmettre. Là aussi, le mandat de protection future permettra d'apporter une réponse, puisqu'en fait, vous le voyez à l'écran, l'idée dans ce type de schéma, ça serait de mettre en place un mandat de protection future donc au bénéfice du dirigeant d'entreprise associé qui envisage de transmettre à court ou moyen terme. Hein. Il n'y a pas de deadline particulière à respecter. L'intérêt de faire ça, c'est que au moins, si jamais l'incapacité survient pendant la phase du dispositif Dutreil, grâce à l'outil qu'est le mandat de protection future, on pourra assurer d'une part la pérennité dans la gestion des titres qui sont transmis et donc l'exercice des droits de vote, sans avoir à subir, même si le mot est un petit peu fort, mais sans avoir à subir une mesure de protection judiciaire qui est jamais la plus souhaitable, à mon sens,
à partir du moment où on prend le soin d'anticiper et de mettre en place un mandat de protection future. Et la deuxième solution également, ça va se jouer sur le terrain du droit des sociétés et de prévoir en amont, dans les statuts notamment de la société, le cas dans lequel le dirigeant viendrait être incapable pour prévoir la personne qui viendrait à le remplacer dans ses fonctions de direction le jour où l'incapacité malheureusement viendrait à survenir. Donc ça, c'est une désignation en fait par anticipation du dirigeant qui marche très bien et qui permettrait là aussi de solutionner la problématique au niveau du pacte du Dutreil, puisque dans ce cas-là, si les choses ont été anticipées en amont et qu'on a une continuité dans la direction de la société grâce à cette désignation par anticipation, on va pouvoir avoir un pacte Dutreil qui soit sécurisé, pérennisé, puisque la condition liée à la fonction de direction que je vous ai évoquée juste avant va pouvoir continuer à être satisfaite pendant toute la durée requise. Alors, l'idée dans ce type de schéma, évidemment, c'est de faire en sorte que le mandataire qui est nommé dans les statuts, donc le mandataire social, le dirigeant qui serait nommé dans les statuts en prévision d'une incapacité, typiquement, ça peut être la personne du mandataire de protection future, c'est-à-dire que la personne désignée mandataire de protection future en cas d'incapacité va exercer le rôle de représentant en qualité de mandataire de protection future et le rôle de dirigeant de l'entreprise désigné par anticipation dans les statuts, ces deux sujets-là permettant, comme je l'ai dit, de permettre la pérennité du dispositif Dutreil pour toute la durée qui resterait à couvrir. Donc, on peut peut-être passer effectivement à la deuxième problématique. Une fois qu'on a dit ça, effectivement, donc ça, ce que je vous évoquais là, c'est essentiellement sur la structuration juridique du dispositif Dutreil. Comment faire en sorte que toutes les conditions soient respectées. Ensuite, en présence notamment d'un mandat de protection future, en tout cas d'une situation d'incapacité, se posera la question de l'anticipation fiscale et de la temporalité fiscale des choses, puisque mettre en place le pacte Dutreil, c'est bien, c'est important de le faire, c'est même une nécessité, mais à un moment donné se posera la question de savoir quand est-ce qu'on transmet. Est-ce que la transmission se fera, entre guillemets, de façon subie au jour de la succession, ou est-ce qu'on n'a pas intérêt à l'anticiper et réaliser une transmission par donation du vivant? Et là, la réponse, vous le savez sans doute, c'est que l'anticipation, c'est toujours la meilleure des solutions, de façon générale, hein, et encore plus sur des sujets de dispositifs Dutreil, puisque c'est une bonne solution à deux égards. Soit vous transmettez, ou votre client souhaite transmettre les titres en pleine propriété, et dans ce cas-là, pour le pacte Dutreil, on a une échéance fondamentale avant 70 ans, puisque avant 70 ans, en plus des 75% d'exonération que j'ai évoquées, on peut bénéficier d'une réduction fiscale supplémentaire sur les droits de donation. Ou alors, même si on fait du démembrement de propriété, on a les échéances classiques qu'on connaît tous les 10 ans, liées au barème d'évaluation du démembrement de propriété qui résulte du Code général des impôts. 61 ans, 71 ans, etc. Donc, comment gérer cette temporalité fiscale? La question qui se pose, c'est de se dire comment un dirigeant qui souhaite transmettre ou qui aurait souhaité transmettre, mais qui malheureusement est frappé d'incapacité, comment justifier que c'est sa volonté de transmettre et donc faire en sorte que pendant le mandat de protection future, donc à un moment donné où il n'est plus à même de démontrer sa volonté par hypothèse, comment malgré tout pouvoir faire la transmission pour qu'elle puisse être faite dans les meilleures conditions fiscales? Et encore une fois, c'est là où le mandat de protection future répond particulièrement bien au sujet, puisque même si pour le cas d'une donation, on reste soumis à l'autorisation du juge des tutelles, euh, le juge qui vérifiera dans ces hypothèses-là, c'est de vérifier finalement que le projet de transmission correspond réellement à la volonté du dirigeant qui souhaite transmettre, ou qui souhaitait transmettre avant l'incapacité. Et donc là, le mandat de protection future, ça va être un outil particulièrement important et nécessaire, puisque étant donné que c'est un outil contractuel dans lequel on peut rédiger beaucoup de choses et mettre beaucoup de choses en avant et exprimer la volonté du mandant, on va pouvoir notamment exprimer en amont sa volonté en disant moi je voudrais que l'entreprise soit transmise à telle et telle échéance fiscale ou dans tel et tel scénario. Et donc derrière, quand on ira solliciter l'autorisation du juge, à l'appui de ce mandat de protection future, on arrivera plus facilement à justifier cette opportunité fiscale et que cette opportunité fiscale obéit et répond à la volonté du mandant, ce qui est malgré tout la première des choses que vérifiera le juge. Alors justement, pour compléter ce que tu viens d'indiquer, Victor, c'est quand même très important.
c'est que oui, le mandataire de protection future, il peut accomplir tous les actes de disposition à titre onéreux sans autorisation du juge, mais l'article 490, il prévoit bien que pour les actes de disposition à titre gratuit, il faut obligatoirement l'autorisation du juge des tutelles. Et c'est vrai que moi, j'ai été confrontée à un cas où, en gros, le chef d'entreprise avait fait un pacte du trade. Se retrouvait en incapacité. Et derrière, ses enfants qui avaient été désignés, alors il n'y avait pas de mandat de protection future, mais ces enfants qui avaient été désignés ont sollicité l'autorisation du juge pour obtenir la donation avant l'échéance des 70 ans. Et c'est vrai que la difficulté qui s'est posée à ce moment-là, c'est qu'ils n'avaient que le pacte du trade comme élément de preuve. Et on ne peut pas considérer que, en soi, le pacte du trade constitue une preuve de la volonté de faire une donation des parts sociales. Alors, c'est un élément, évidemment, c'est un faisceau d'indices que va regarder le juge des tutelles, en fait, pour autoriser. Mais le pacte du trade en lui-même, il n'est pas nécessairement la preuve que la personne veut faire une donation de son vivant, de son entreprise, avant ses 70 ans notamment. Donc, je sais que sur cette situation-là, un avocat fiscaliste m'avait indiqué qu'on pouvait faire un pacte du trade, entre guillemets, défensif. Alors, je ne sais pas si tu peux m'amener ton, ton, ton regard, Victor, dans lequel, en fait, parfois, on va faire des packs du trade sans forcément que finalement, ils se mettent en œuvre, mais plus par précaution. Est-ce que tu confirmes? Exactement, ouais. Dans ce type de schéma, l'idée, c'est de structurer le dispositif sans avoir de visibilité ou de vision sur l'époque à laquelle la transmission interviendra. Mais l'idée, c'est de préparer le terrain, entre guillemets, pour faire en sorte que le jour où la transmission se déclenche, l'exonération fiscale puisse être revendiquée parce que tout aura été préparé et structuré en amont. Mais ça ne veut pas forcément dire que je vais vouloir donner mes parts sociales ou actions de mon vivant. Exactement. Donc, ce n'est pas une preuve suffisante en soi. L'existence d'un pacte du treuil ne peut pas être considérée comme une preuve de la volonté de transmettre de son vivant. Et ce que prévoit la Cour de cassation, c'est que dans un avis qui a été rendu en 2021, quand le mandant il est hors d'état de manifester sa volonté, eh bien, le juge peut quand même autoriser une donation si on démontre, d'une part, que c'est ce qu'aurait voulu la personne, donc il faut aller chercher sa volonté, et si c'est conforme à ses intérêts quand même personnels et patrimoniaux. Donc, effectivement, c'est pour ça que le mandat de protection future, lui, dans ce cadre-là, il est assez intéressant parce qu'on va pouvoir anticiper, du coup, la formalisation de cette volonté. Alors, c'est vrai que si le pacte du travail est fait quand le chef d'entreprise est encore, entre guillemets, assez jeune et qu'il fait en parallèle le mandat de protection future, c'est pas forcément évident qu'il ait encore une idée très claire de ce qu'il veut faire en termes de transmission de son entreprise. Donc, il va peut-être pas pouvoir le mentionner expressément dans son mandat de protection future. Et donc, l'idée, c'est de savoir comment il peut exprimer cette volonté sans pour autant le mentionner dans son mandat de protection future. Après, il y a une deuxième chose, c'est qu'on peut avoir rédigé son mandat de protection future, avoir à l'idée peut-être de transmettre, on va dire, assez tôt son entreprise avant les 70 ans. Mais on peut se dire qu'on peut éventuellement changer la vie. Enfin, c'est pas exclu, même si voilà, c'est plus intéressant. Il n'en demeure pas moins que postérieurement à 70 ans, il y a toujours l'hypothèse de faire la transmission des actions par sociales en démembrement. C'est moins intéressant, mais ça peut aussi ménager l'intérêt du chef d'entreprise si voilà, l'entreprise est quand même une de ses sources de revenus. Ça peut avoir du sens voilà, que ça ne se fasse pas avant 70 ans, mais plus tard et sous une autre formalisation, voire que ça se fasse plutôt au décès, quoi. Donc, figer la volonté de donner avant 70 ans au moment de la signature du mandat de protection future, ce n'est pas toujours la bonne solution. Et donc, c'est pour ça que ça peut avoir du sens
en parallèle de la mise en place du pacte du Trade et de la mise en place du mandat de protection future, d'aller exprimer de renvoyer cette volonté dans un coffre-fort numérique de volonté qui va compléter le mandat. Et ça, c'est un dispositif que nous, on propose pour les chefs d'entreprise, parce qu'on a, en tant que chef d'entreprise, quand on met en place un mandat de protection future, ça, c'est pertinent de prévoir un certain nombre de volontés de manière évolutive, parce que la personne, elle peut souhaiter certaines choses à un moment donné, et puis ses volontés peuvent évoluer sur différentes choses concernant son entreprise. Donc, on peut tout à fait coupler un mandat de protection future avec un coffre de volonté qui va être cité dans le mandat et qui va pouvoir être modifié régulièrement sans avoir à toucher le mandat en lui-même, ce qui évite de devoir repasser chez le notaire pour éventuellement modifier. Donc, on pourra tout à fait envisager de prévoir une partie qui va concerner la transmission justement dans ce coffre et on pourra indiquer qu'on souhaite transmettre son entreprise à ses enfants ou en tout cas aux personnes qui sont dans le pacte du Trade aux bénéficiaires dans le pacte du Trade en précisant à quelle date, à quel moment, selon quelle temporalité. Et cette volonté, une fois qu'elle est complétée dans le coffre, elle est signée numériquement par signature avancée. Donc c'est un acte entre guillemets, un acte unilatéral d'expression de volonté, qui est un peu l'équivalent d'un testament de vie, qui va pouvoir être mis à la disposition du mandataire en cas d'activation du mandat. Et donc, le mandat pourra fournir ce document, cet acte unilatéral d'expression de volonté, en cas d'activation du mandat, au moment où il sera nécessaire de demander l'autorisation de transmission avant les 70 ans pour justifier que justement c'était le souhait de la personne d'assurer, parce que c'est vrai que si on fait une transmission avant 70 ans, ça veut dire qu'on fait une transmission de la pleine propriété et non pas en démembrement, en fait. Et du coup, cette transmission en pleine propriété, c'est vrai qu'elle peut porter, voilà, c'est quand même un acte un peu inhabituel du vivant de la personne de donner l'intégralité, enfin, de donner une part quand même très significative de son patrimoine. Donc, c'est très important pour un juge des tutelles d'avoir un document qui en justifie, que ce soit dans le mandat ou par cet acte unilatéral d'expression de volonté. Donc, on voit bien en conclusion, et je te laisserai effectivement conclure, Victor, on voit bien tout l'intérêt d'articuler ces deux dispositifs. Ça a beaucoup de sens quand on fait un pacte du trade en même temps de faire un mandat de protection future pour le chef d'entreprise. Victor, Exactement, si bah, tu veux. j'ai pas grand-chose de plus à rajouter, si ce n'est, moi, pour ma partie qui me concerne, je suis très attaché au pacte du Trade et je trouve ça extrêmement important pour nos entreprises. Donc je prêche vraiment en ce sens-là. Et c'est important de sensibiliser les chefs d'entreprise pour en mettre en place, y compris à titre défensif, comme on l'a évoqué tout à l'heure, pour malheureusement prévenir des situations de transmission subie, c'est-à-dire un décès brutal. Malgré tout, le fait d'avoir anticipé et structuré les choses pour un pack du trade, avec un pack du trade, ça permet de faciliter autant que possible un processus de transmission et de ne pas rajouter la peine fiscale à la peine sentimentale, on va dire. Mhm. Alors, parmi les questions, il y a une question qui a été posée par Isabelle Gide. Elle demande est-ce valable pour une SCI à l'IS? Donc, je te laisse répondre à cette première partie de question et ensuite je poursuivrai sur le reste. Alors, pour ce qui concerne le pack du trade, la question elle se regarde pas au niveau de la forme de la société ou de son régime fiscal. Donc le fait que ça soit une SCI à l'IS, a priori en tant que tel, c'est pas rédhibitoire. Une des conditions du pacte du trade, c'est que, en revanche, l'entreprise qui en bénéficie exerce une activité commerciale, libérale, agricole, artisanale, etc., etc., ou une holding animatrice. Donc ça dépend en fait en réalité ce que ferait cette SCI à l'IS. S'il s'agit de gérer un patrimoine immobilier, par exemple, non, le pacte du trade ne s'applique pas. Par contre, si la SCI à l'IS est en réalité une SC, une société civile, qui joue le rôle de holding animatrice, par exemple, ça peut arriver. Dans ce cas-là, oui, le pacte du trade peut tout à fait s'appliquer dessus. Et le mandat de protection future, qui est encore un autre sujet, sans problème, si tu veux en dire deux mots, Mélanie. Oui, alors après, la question qui est posée sur ce qui est oui, alors le mandat de protection future, ça
s'articule très bien avec les sociétés civiles, qu'elles soient immobilières ou pas. Par contre, le deuxième partie de la question était, est-ce qu'il faut forcément passer par un notaire? Alors oui, alors c'est pas obligatoire, hein, il y a trois formes dans le mandat de protection future. En fait, il y en a deux grandes, les sous-seing privés, les notariés. Et dans le sous-seing privé, on a le CERFA ou le contresigné par avocat. Donc, on a trois hypothèses. Sauf que si vous ne faites pas un mandat notarié, vous allez avoir un problème. C'est que votre mandataire de protection future n'aura pas la possibilité de pouvoir faire les actes de disposition à titre onéreux sans autorisation du juge des tutelles. Il devra obligatoirement demander l'autorisation. Alors, ça fonctionnera bien par rapport au pacte Dutreil, hein, le fait que ce soit un sous-seing privé. En revanche, c'est vrai qu'à chaque fois qu'il va falloir voter quelque chose qui nécessite l'autorisation du juge, c'est complètement paralysant. Donc, c'est honnêtement préférable de faire un mandat notarié. On est tous les deux avocats avec Victor et on va tous les deux dans le même sens, hein. On préfère évidemment le mandat enfin le mandat notarié plutôt que le mandat contresigné par avocat. Donc, je ne sais pas si. Alors, vous pouvez prendre la parole maintenant, puisqu'on a fini avec les questions qui étaient mentionnées. Si certaines personnes ont d'autres questions à poser sur le sujet du pacte Dutreil combiné avec le mandat de protection future, alors en soi, c'est pas un sujet. Enfin, le sujet pacte Dutreil, c'est un sujet extrêmement technique. Mais c'est vrai que l'articulation des deux il est assez facile de démontrer l'intérêt de les combiner, en tout cas. Alors, on a une deuxième question pour une SARL. Merci, Luc. Pour une SARL détenant 8 sociétés opérationnelles, 3 SCI et un avion, est-ce que c'est jouable ou pas de faire la mise en place d'un pacte Dutreil? Oui, de la même façon, c'est-à-dire que la réponse est la même. Le pacte Dutreil s'applique aux entreprises qui ont une activité dite opérationnelle. Donc, sur le principe, oui. Alors après, vous rentrez dans les méandres et la technicité du pacte Dutreil. Donc, se posera la question de savoir si votre SARL, c'est une holding animatrice, avec la définition fiscale qui va avec, ou pas. Le fait que ça n'en soit pas une n'est pas complètement rédhibitoire. Ça change un tout petit peu la forme du pacte Dutreil, mais sur le principe, c'est faisable. Et après, on retrouve pareil une condition classique du pacte Dutreil qui est la notion de prépondérance. C'est-à-dire que j'imagine que dans l'exemple que vous évoquez, l'avion, c'est ce qu'on appelle un actif patrimonial. C'est pas lié ou attaché à une activité, sauf à ce que vos sociétés exploitent une compagnie aérienne. Et dans ce cas-là, il faut que les actifs patrimoniaux, donc l'avion, les SCI, restent minoritaires par rapport à ce que représentent en termes de valeur les entreprises. Mm. Ok, très bien. Et du coup, par rapport à justement les dernières modifications qui ont été décidées en 2026, est-ce qu'il y a des points, on va dire, qui ont un impact particulier sur l'articulation entre mandat de protection future et pacte Dutreil ou non, rien de particulier à dire par rapport à Ouais. ça? Sur 2026, on s'en sort bien, dans le sens où on s'attendait au pire concernant le pacte Dutreil, et finalement, c'est le meilleur du pire qu'on est sorti. Ça veut dire que c'est pas si grave que ce qu'on attendait. Globalement, ce qui a changé pour 2026 et pour le futur, c'est un allongement du dispositif. Comme je l'évoquais tout à l'heure, on est passé de 6 à 8 ans. Et l'exclusion du pacte Dutreil pour certains actifs qui sont qualifiés de somptuaires. Typiquement les résidences de chasse, de pêche, etc. La définition classique des actifs somptuaires, les yachts notamment, etc. Et les aéronefs d'ailleurs, Oui, j'allais dire les avions, peut-être. et les aéronefs. Mais bon, voilà, c'est un moindre mal, on va dire, parce que malgré tout, des situations comme celle-ci, ça reste marginal, en tout cas de mon expérience et de ma pratique. En revanche, ce qui est certain, c'est que, pour élargir un peu le sujet, on a une proposition de loi qui est en cours d'examen à l'Assemblée nationale, quand même, donc qui existe et qui a été déposée, qui rebattrait considérablement les cartes en matière de pacte Dutreil et qui durcirait le régime de façon très très importante. Donc il est urgent d'agir en matière de pacte Dutreil et de transmission d'entreprise, parce que le futur n'est pas tout rose. Alors, il y a une dernière question qui va permettre de reconfirmer ce point-là. Alors, la question est, est-ce que les fonctions de direction devront être exercées par un signataire de l'engagement collectif de conservation? Si ce dernier est incapable et remplacé par un dirigeant supplétif non signataire de l'engagement collectif de conservation, cela ne pose-t-il pas de difficulté sur Mont Dutreil? Ben, si.
Si, ça justement. pose difficulté, parce que, à juste titre, vous le relevez, il faut que le dirigeant soit signataire du pacte Dutreil ou de l'engagement collectif à proprement parler pour pouvoir satisfaire à la condition. Donc là-dessus, enfin, à ce niveau-là, vous avez deux pratiques envisageables, deux grandes pratiques. Soit vous anticipez, vous faites signer l'engagement collectif par le potentiel futur dirigeant qui viendrait prendre la place en cas d'incapacité du dirigeant actuel, ce qui nécessiterait pardon, malgré tout que ce potentiel futur dirigeant soit lui-même associé, au moins à hauteur d'une fraction marginale, soit une pratique un petit peu plus raffinée et que je préfère, qui permet un peu plus de souplesse, c'est de faire signer le pacte Dutreil par une société holding qui détient une action ou une part sociale, une quote-part marginale du capital, pour faire en sorte que si jamais le dirigeant véritable devient incapable, c'est cette holding en tant que personne morale qui est nommée dirigeante et qui donc assure le respect de la condition en tant que dirigeante et signataire du pacte du trade. Et donc du coup, ça nous permet de remonter un échelon au-dessus et de dire la fonction de direction est assurée par cette holding, qui est entre guillemets, même si c'est pas le cas, mais pour caricaturer le propos, qui est entre guillemets une coquille vide. Et donc derrière se posera la question de savoir qui représente cette société holding qui est devenue dirigeante de substitution. Et donc là, ça nous donne un peu plus de souplesse et de marge de manœuvre pour savoir qui va diriger la holding. Après, sous réserve qu'évidemment la société concernée soit une société par action simplifiée, puisque Qu'elle puisse être dirigée par une personne morale, ce exactement. qui n'est pas le cas pour les SARL. Donc, du Exactement. coup, voilà. Effectivement, il y a cette. Mais c'est effectivement super important d'anticiper cette question de la continuité de la direction par une personne qui a pris l'engagement collectif de conservation. C'est le point, on va dire, central de la combinaison entre mandat de protection future et pacte du trade.